Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission un peu particulière que nous proposons aujourd'hui. Merci donc à nos invités de l'avoir rendu possible. Aujourd'hui en France, il reste seulement 3500 familles issues de la noblesse. Les hommes et les femmes que nous recevons ont grandi dans ces familles pas comme les autres. Ils font, comme on dit, partie de la haute et ils vont nous faire partager leur vie hors du commun. Alors comment vivent-ils avec leur héritage? Le considèrent-ils comme un cadeau ou comme un fardeau? Ont-ils perpétué leur tradition ou au contraire, ont-ils préféré s'en éloigner? Eh bien, c'est ce qu'ils vont nous révéler tout au long de cette émission. Et puis, juste après ces témoignages exceptionnels dans l'histoire continue, nous recevrons Pascal, Dorante et Christophe qui nous diront ce qui ont changé dans leur vie depuis leur première visite sur notre plateau. Mais faisons sans plus tarder la connaissance de notre première invitée. Bonjour Myrène. Myrène, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Bonjour à tous, oui, je m'appelle Myrène de Lorgerie et je suis née Myrène de Saint-Chamas. Donc, je suis donc issue de deux familles nobles, comme vous venez de le dire. Je suis avant tout fille d'une famille de 7 enfants, épouse aujourd'hui de Nicolas de Lorgerie et mère de 4 enfants, donc marquée par cette dimension familiale. Je suis aussi chef d'entreprise, d'une entreprise exigeante et passionnante, mais qui est très en lien avec cette histoire, puisque je suis à la fois responsable d'une entreprise viticole. Je m'occupe de vignobles dans le Languedoc et le Roussillon, et nous avons petit à petit, à partir d'un premier domaine familial, racheté plusieurs domaines et j'ai développé une société de distribution et de négoce qui exporte aux 4 coins du monde sous la signature Lorgerie, qui est donc notre signature familiale et dans laquelle effectivement l'enracinement familial est là aussi très important. Combien d'employés dans votre société? Alors cette société-là, donc la société viticole, emploie une 40aine d'employés. Et puis nous avons également développé une activité autour d'un monument historique familial qui s'appelle le château de Pénautier, qui est le berceau de cette activité viticole au départ, mais qui est également maintenant devenu un lieu de vie culturel et également de développement. Un château classé, j'imagine? Un château inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à 4 km de Carcassonne. Est-ce que vous-même, vous avez un titre? Alors, je suis comtesse. Mon mari porte un titre de comte et je suis donc comtesse. Donc, je suis comtesse Nicolas de Lorgerie. Pourquoi vous dites ça en riant? En riant? Oui, vous dites parce que c'est un petit côté assez souriant. désuet. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des titres de courtoisie. Ça n'a plus de valeur juridique, ça n'a pas de valeur dans la République, ça n'a qu'une valeur de courtoisie. C'est un lien pour nous que nous trouvons beau et joli avec l'histoire. Nous n'en usons pas de façon systématique parce que ce serait déplacé dans le monde dans lequel nous vivons. Nous en usons avec beaucoup d'attachement et de fierté aussi, bien sûr. Donc vous avez toujours bien assumé, vous, le fait d'être bien né, comme on dit? Oui, avec ce que ça peut représenter comme exigence, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout été élevée dans l'idée que c'était un privilège, mais plutôt dans l'idée que c'était un devoir et que ça nous apportait tout un tas de, je dirais, non pas d'obligation au sens contraignant du terme, mais de responsabilité. Quelle était la devise de votre famille? Alors la devise de ma famille, c'est In hoc signo vinces. Avec ce signe, tu vaincras. C'est une devise qui prend ses racines tout à fait au Moyen-Âge, au moment des croisades. Et le signe en question, c'est la croix du Christ. Donc avec ce signe, tu vaincras, ça veut dire au service du Christ. C'était l'histoire de la famille. Est-ce que vous voyez vos parents? Oui, je vous voyais mes parents. Est-ce que vos enfants vous voient? Mes enfants me vous voient. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait de façon très naturelle et qui, je crois, ne les a jamais gênés, mais qui n'est pas très fondamental. Voilà, c'est une petite Est-ce que vous douceur. auriez pu épouser un roturier? Oui, j'aurais tout à fait pu épouser un roturier. L'idée dans l'éducation que j'ai reçue, c'était, j'ai été élevée avec un certain nombre de valeurs et l'idée c'était de trouver quelqu'un avec qui partager ma vie et construire un projet familial avec quelqu'un avec qui je partagerais ces valeurs. Et ces valeurs, elles ne sont pas fermées, c'est une des choses formidables de l'aristocratie. Les valeurs que nous portons, ce sont des valeurs partageables. Quelles sont les valeurs que vous partagez avec donc celui que vous avez épousé, que nous voyons à l'image, Nicolas, qui doit être dans un queue de pie, j'imagine? Oui, dans une jaquette. Oui. Une jaquette, pardon. Les valeurs que nous avons reçues l'un et l'autre, alors même que nous avons eu des vies très différentes dans notre enfance, mais les valeurs que nous avons reçues l'un et l'autre, c'est, je crois, le sens et la recherche du bien, du beau, l'esprit de service. Et ce sont ces valeurs-là qui, malgré nos enfances assez différentes, nous ont rapprochés. Il a été élevé à la campagne, il n'a qu'un frère, il a été élevé 100% dans des lycées publics.
Eh bien, pour autant, jeunes, nous nous sommes retrouvés facilement sur un certain nombre de valeurs. Et c'est vrai que ces valeurs-là permettent notre vie conjugale et familiale depuis lors. Et puis nous permettent aussi d'assumer le quotidien de notre vie autour à la fois du patrimoine que nous avons à faire vivre, de l'éducation de nos enfants et puis de notre vie en société, de la façon dont on aime partager à la fois l'amitié, les relations professionnelles, l'ensemble de notre quotidien. Pourquoi avez-vous souhaité témoigner? Oh, c'est votre château? Voilà, c'est la propriété, le château de Pénautier, qui est donc la propriété de la famille de mon mari. Donc les Pénautier sont une famille très ancienne. Et donc cette propriété, nous en avons véritablement pris la responsabilité depuis une dizaine d'années. Mais depuis maintenant presque 30 ans. Voilà, c'est à 5 km de Carcassonne. Donc, construite à quelle époque? Alors, en 1620, c'est un tout petit peu pompeusement appelé Versailles du Languedoc parce que les 2 ailes que vous voyez ont été dessinées par l'architecte Levaux, un des architectes de Versailles, parce que le personnage qu'il a construit, qui était trésorier des États du Languedoc, était également receveur général du clergé de France. Et il se trouve qu'il séjournait à Versailles et que donc, comme aujourd'hui, on emmènerait avec soi l'architecte à la mode dans son pays, eh bien, il a effectivement fait venir l'architecte à la mode et le paysagiste à la mode, puisque c'est également le nôtre qui a dessiné le parc. Pas mal. Donc ça, c'est la chambre du roi. Donc le roi Louis XIII est venu à Pénautier en 1622 et il a offert son mobilier, qui est un mobilier classé monument historique, qui est très bien conservé. C'est votre chambre aujourd'hui? Elle est très peu confortable, je vous rassure, elle n'est pas du tout confortable. Voilà, et ça, ce sont les chambres dans lesquelles nous accueillons nos hôtes, puisque effectivement nous accueillons des séminaires et pour que les gens se sentent dans cette maison vivante, absolument comme dans une maison, comme nous y vivons. Pourquoi était-ce important pour vous de témoigner aujourd'hui sur notre plateau? Alors écoutez, c'était important. Je dois dire que j'ai été surprise qu'on me propose de venir témoigner sur tout ça, parce que nous avons tellement l'impression de vivre, nous, de façon tout à fait classique, avec effectivement les responsabilités qui sont liées à notre histoire, mais nous n'avons pas l'impression de vivre très différemment. Mais je suis heureuse de témoigner aujourd'hui, justement, du fait que nous vivons ça avec beaucoup de simplicité, avec à la fois quelquefois le sentiment que c'est un peu lourd d'assumer ce genre d'histoire et en même temps la joie de se dire que nous, on n'a pas beaucoup à se poser la question de savoir de quoi notre quotidien doit être fait. On a des choses à faire tous les jours, sans difficulté. Et donc, c'est aussi une vraie satisfaction. Quand on est aristocrate avec ce genre d'héritage, on est forcément obligé d'être relié à l'histoire de France. On est forcément obligé d'avoir des connaissances en histoire de France. Alors, on a la chance que souvent, ces connaissances soient transmises à la table familiale avec beaucoup de facilité. Moi, j'ai eu l'impression de l'histoire de France racontée à la maison parce que très facilement, nos parents nous racontaient des choses de l'histoire de France ou bien nous en donnaient le goût parce qu'on aimait aller découvrir des éléments du patrimoine, mais on aimait aussi parler du présent, parler de l'avenir. Hein. Donc c'est une des choses qui est passionnante, c'est d'être à la fois enraciné dans le passé, mais de se projeter dans l'avenir, d'être présent au monde. Et donc toutes les valeurs qu'on se transmet, c'est pour être présent au monde dans lequel on est, c'est pas juste pour rester accroché au passé. Donc on aime ce qui est beau dans l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde, mais on aime aussi le présent et l'avenir. Donc c'est vrai qu'on a la chance de partager tout ça avec facilité. Une certaine facilité. Vous allez nous raconter donc de quoi est fait votre quotidien aujourd'hui. Mais d'abord, il est temps d'accueillir François Durper qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Alors, vous êtes historien et vous allez pouvoir nous éclairer sur les témoignages de nos invités, décrypter pour nous leurs traditions et leur façon de vivre. Tout d'abord, pour quelles raisons reste-t-il si peu de familles nobles en France ? Vous l'avez dit, 3500 familles environ. Avant la Révolution, c'était 17 000 familles. Donc ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu tous les massacres de la Révolution. Les manuels, notamment les manuels à l'époque de la République, ont un petit peu effacé cette partie de notre histoire de France. Et puis, il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'on n'attribue pas aujourd'hui de titre de noblesse. Le président de la République, il ne dit pas, tiens, voilà... On va dire un tel est noble, un tel est ça. C'était à l'époque des rois. Les derniers anoblissements, c'était sous le Second Empire. Donc ça fait 150 ans. Donc il n'y a qu'une solution pour que les nobles restent le même nombre, c'est de faire des enfants. Exactement. C'est pour ça que Myrène a 4 enfants. 4 enfants. 4 enfants. Vous avez 7 frères et sœurs. C'est quelque chose qui n'est pas rare. La fécondité chez les nobles est supérieure à la moyenne nationale.
Il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que notre pays est une république, mais l'histoire, elle est quand même très forte. Par exemple, être noble, Myrène disait, ce n'est pas une valeur juridique. Alors, ce n'est pas une valeur juridique. En revanche, vous ne pouvez pas usurper un titre de noblesse aujourd'hui. C'est interdit, vous pouvez pas, je ne peux pas dire demain matin, tiens, moi je suis le comte du repère, c'est impossible. C'est la loi me l'interdit. Donc c'est un peu le paradoxe français. D'un côté, effectivement, ce n'est pas un titre juridique, mais en même temps, eh bien, on ne peut pas usurper un titre de noblesse. On va tout de suite ouvrir la première partie de notre émission Être bien né et on va découvrir le témoignage d'Angélique. Bonjour. Angélique de Saint-Exupéry. Oui. Alors, racontez-nous quand même l'histoire de votre famille. À quand remonte l'anoblissement de votre famille? Voilà. Alors, c'est donc du côté de papa, puisque du côté de mon mari, c'est autre chose. Mais du côté de papa, donc ça remonte au XVIIIe siècle. C'était une famille. Donc, mon aïeul s'appelait Élie Dubois de la Bernarde. Il était maréchal de camp sous Louis XV, et donc il a été anobli à ce moment-là sous Louis XV. Voilà. Donc, il a eu pas un fief, mais enfin bon, il avait un château qui s'appelait le château de la Barre. Et donc, il s'est fait appeler Élie Dubois de la Barre par la suite. Voilà, donc et qui était où, le château? Alors, il était en Charente. Alors, ne me demandez pas, parce que là, pour le coup, je ne sais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a fait une réunion de famille il y a une vingtaine d'années, dans un vieux château tout délabré, où on s'est retrouvés. Alors, c'était amusant, parce que dans mon collège public à Bordeaux, eh bien, finalement, j'avais une cousine éloignée dans la même classe, quasiment. Et on s'est retrouvés lors de cette... alors là, c'est avec maman, oui. On s'est retrouvés avec cette cousine très éloignée dans ce château délabré, mais il y avait un énorme arbre généalogique. Et j'ai trouvé ça formidable, oui. Mais la Charente, je ne connais pas beaucoup de choses. Mais vous aviez un château aussi? Alors, vous avez été, vous, dans un château? Non, pas du tout. Papa était donc antiquaire et puis est devenu architecte donc sur Sarlat. Ce qui fait que j'ai vécu dans une maison qu'il avait fait construire, mais autour d'un petit... On était plutôt la maison des manants en dessous du château, puisqu'il y avait un château au-dessus de chez nous. Mais papa m'a vraiment transmis la passion des vieilles pierres, puisqu'il était architecte, donc il m'emmenait énormément sur ses chantiers à Sarlat. Voilà. Mais nous n'avions pas de château, si ce n'est que par maman, nous avions un château viticole à Saint-Émilion. Voilà. Pas mal. Ce qui était pas mal. Il y a pire. Oui, surtout que le château en lui-même n'avait pas grand intérêt, mais la renommée du château viticole était assez extraordinaire. Ah bon? C'est genre quoi? On a le droit de le dire? Oui, oui, puisqu'aujourd'hui, c'est plus à nous, mais c'était le château Cheval Blanc à Saint-Émilion. Non, voilà, c'est pas vrai. C'est quand même ce qu'il y a de mieux, quoi. Oui, c'était pas mal. C'est ce qu'on fait de mieux, voilà, quand même. C'était dans la famille depuis 1832 du côté de maman. Alors on disait que c'était le Cheval Blanc parce que Henri IV était passé par là à un moment donné, qu'il avait... Donc on descendrait de la cuisse gauche d'Henri IV, hein, mais c'est faux. Et on a gardé le Cheval Blanc jusqu'en 98. Donc ça a été un énorme déchirement pour ma mère, qui était très impliquée dans le Cheval Blanc. Donc j'ai vécu ma scolarité, ma petite enfance dans le Sarladais. Et pas à cause du Cheval Blanc ou grâce au Cheval Blanc, nous sommes partis à Bordeaux, où là j'ai eu un choc social, dans le sens où je sortais de ma campagne et mes parents ne m'avaient pas préparé finalement à ce choc social. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un milieu très bourgeois où je ne me suis pas du tout plu. Ah oui, c'est ça, parce que quand même l'arrivée à Bordeaux, en général, c'est la bourgeoisie, surtout quand on porte un nom comme le vôtre et qu'on est dans le milieu du vin. Donc j'imagine que là, vous êtes direct allé au Chartron quand même, là, j'imagine. Alors, même pas, parce que mes parents souhaitaient continuer à me mettre dans le public. Mais justement, peut-être parce que je n'étais pas dans le public, je n'ai pas été acceptée par... Alors, je comprends rien, parce qu'en fait, vous avez eu un choc social, mais dans le sens inverse de ce qu'on imaginerait. Finalement, après coup, je m'aperçois que oui, j'ai eu ce choc. C'est-à-dire que on pourrait penser que vous étiez habitué à fréquenter la haute bourgeoisie. Ben non, c'est l'inverse qui s'est passé. Oui, c'est-à-dire qu'on l'a fréquenté, mais je fréquentais des gens de mon milieu ou d'un autre milieu, mais ces gens de mon milieu avaient les mêmes valeurs que moi. Et ceux que j'ai vus à Bordeaux en premier n'avaient pas les mêmes valeurs que moi. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que, arrivant de ma campagne, j'étais pas assez snob, je crois. J'étais pas assez snob, j'étais pas...
moi, j'ai des valeurs qui sont la tolérance, l'humilité. Et l'humilité, c'était pas très bordelais à cette époque. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal. Alors, elle s'est traduite comment, cette rébellion? Vous Elle êtes s'est- repliée sur vous-même? Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire j'avais une personnalité assez épanouie en Dordogne. J'aimais beaucoup rire, j'aimais faire plein de choses. Et arriver à Bordeaux, ça a été fermeture. J'avais plus envie c'est vrai, de communiquer. Ça a été très dur, oui, oui. Entre 12 ans et le bac, en fait. Après le bac, ça a été beaucoup mieux parce qu'à la fac, j'ai rencontré, bon, même en terminale, mais j'ai rencontré plus de gens, plus ouverts. Et là, j'ai apprécié à nouveau les Bordelais. Alors, vous nous direz en deuxième partie d'émission si vous avez persisté sur votre propre chemin ou si vous avez fini par rentrer dans le rang. Mais d'abord, on va découvrir l'histoire d'Hubert. Bonjour Hubert. Alors, vous vous appelez Hubert de Moroges. Exact, oui. Que faites-vous dans la vie, Hubert? J'ai plusieurs activités. Je suis agriculteur, importateur de machines agricoles, et puis je fais marcher cette énorme machine qui est le château des Fiats. Donc je m'occupe beaucoup de tourisme. Alors, qui est dans quelle région? Alors nous sommes en Auvergne, dans Oui. le nord du Puy-de-Dôme, à la limite de la frontière, enfin la frontière alliée Puy-de-Dôme, mais côté Puy-de-Dôme. D'accord. On peut voir une image de votre château, peut-être? On a Je ça sais pas, en on doit avoir régie? ça, Vous oui, avez- je pense. C'est un château qui date de quelle époque? Alors c'est un château dont la partie centrale a été construite, celle que vous voyez devant vous, après 1557, parce que Gilbert Coiffier était venu s'installer en 1557 et Gilbert Coiffier avait été un personnage déterminant dans l'histoire de France parce que c'est lui qui avait bloqué la Ligue en Auvergne en battant M. de la Rochefoucauld, le comte de Randan. Et donc l'Auvergne a été rattachée à ce moment-là à la couronne. Et bien là, vous voyez un jour de présentation, parce que je me sers de support du château pour faire des réunions, comme il y en a en ce moment, où on reçoit beaucoup de professionnels et on a des conférenciers. Bien là, c'est un jour de présentation où je présente les machines spécialisées sur le semi-direct, les couverts végétaux, je dirais l'agriculture durable, parce que je suis très spécialisé sur ça, et le respect de l'environnement. Bravo. Alors, donc, vous êtes agriculteur et baron. Oui, oui, baron, si les gens de mon village me voient tout de suite, ils vont être pliés en deux, parce que c'est vrai, et ça remonte très très loin, mais jamais dans la famille on a fait état de notre titre, ça a été expliqué et par nos amis et par l'historien. Aujourd'hui, c'est une valeur purement honorifique et nous, on n'en parle jamais. Voilà. Mais agriculteur, c'est vous qui conduisez le tracteur? Absolument, oui. D'ailleurs, en préparant l'émission, plusieurs fois, ils se sont aperçus qu'ils avaient du mal à m'entendre parce que j'étais au volant d'un tracteur avec mon portable. Donc, oui, tout à fait. Oui, je travaille les champs moi-même, etc. Voilà. C'est joli, un joli château. Alors ça, c'est le côté nord du parc. Alors, il faut savoir que ce château était beaucoup plus grand à l'origine, à l'époque d'Antoine Coiffier, qui était l'homme de confiance de Richelieu, parce qu'il faut savoir que Richelieu est venu lui-même 5 jours, entre le 3 et le 8 septembre 1629, pour prendre des décisions de politique nationale et internationale, et notamment tous les accords qui avaient été mis en place avec les Huguenots après la paix d'Alès et après le drame de La Rochelle en 1627 et 1628. Et c'est dans ce château que beaucoup de choses se sont décidées. Et le château, par Antoine Coiffier, avait été embelli et agrandi. Là, sur le côté droit, il y a une roseraie. On ne le voit pas. Et sur le côté gauche, là, on voit on voit une petite haie. Il y avait 2 gros pavillons et des bâtiments en retour. Et ça, c'est Antoine Coiffier qui avait embelli ce château avec des débuts de plaquage en Volvic qui n'ont jamais été finis. Oui, parce qu'il ensuite, y a des problèmes de comment peinture sur la façade? Alors, vous apercevez des dessins. Eh bien, ça, c'est le 18e. C'est quand une famille est arrivée des Ardennes et a racheté cette propriété à la faillite de John Law, parce qu'après, la famille Coiffier-Rusé s'est passée momentanément chez John Law. Mais non, c'est pas Jude Law, c'est et John comment Law. Non, parce qu'on s'exclame en régie, Jude Law est passé par là. Non, c'est pas le même. John Law, le financier de Louis XV. celui D'accord. qui a inventé le billet de banque et, j'ai envie de dire, la banqueroute aussi. Donc, Ah ouais, d'accord. et c'est lui qui a donc revendu ce château à une famille qui, arrivant à Ifia, voit que les plaquages en Volvic ne sont pas terminés, alors qu'il y avait encore les rectangles blancs, les dessins de l'époque de Gilbert Coiffier, et donc ils ont décidé de faire des trompe-l'œil, qui ne trompent plus personne aujourd'hui parce qu'ils se sont dégradés avec le temps, mais il y a 3 époques dans l'architecture. Vous avez la période 16e avec les rectangles blancs, la période 17e avec les plaquages en Volvic et la période 18e avec les trompe-l'œil.
Et donc, il y a un énorme projet de restauration. On a commencé les huisseries. Les toitures, c'est à peu près à jour sur EFIA. Là-bas, on a des toitures à finir. Et puis, il y a un très, très grand projet qui est à l'étude en ce moment. Des gens sont en train de le travailler dessus, sur un énorme parc qu'on veut faire, jouxtant le château, pour développer des animations, mais qui seraient pédagogiques, ludiques et avec une connotation environnementale. Est-ce qu'il est classé aussi, évidemment, ce château? Ah, tout est classé, là. Bien sûr. Même des parcelles sont classées. L'église à gauche que vous apercevez, qui à l'origine était la maison des oratoriens, parce que c'est le père de Bérulle avait signé un accord avec Antoine Coiffier, et qui, sous Louis XVI, est devenue la chapelle de l'école royale militaire. Tout est classé. Et c'est vrai qu'on a un site absolument extraordinaire Donc, ici. à partir du moment où le château est classé, c'est ouvert au public. C'est pas exactement comme ça. En C'est réalité, une fois par mois alors, le château est ouvert au public depuis 1938. Et son classement n'est pas de cette époque-là, il est bien postérieur. C'est mon grand-père qui a eu l'idée de l'ouvrir au public suite à une succession pas très facile. Et voyant arriver 36, les congés payés, il a eu l'idée de faire passer des gens dans sa maison pour aider à mettre des ardoises sur le toit. Et c'est ce qui s'est passé. Mon grand-père était Parce un qu'à partir du ancien moment où il officier est de cavalerie. classé, il y a des aides de l'État Alors, pour financer les travaux, très, très bonne question. pour les impôts, pour déduire des impôts, Alors, etc. il y a tout un ensemble de systèmes. Bon, ben ça, c'est Mérimée et puis Malraux qui ont démarré tout ça. Et puis après, plus récemment, des gens aussi ont très bien regardé ces dossiers. Il est vrai qu'il peut y avoir sur des dossiers lourds des aides qui commencent par le ministère de la Culture via la DRAC et la direction donc, régionale des affaires culturelles. Et ensuite interviennent, nous, notre conseil régional, ce n'est pas tous les conseils régionaux, mais nous, notre président du conseil régional actuel a mis en place ce système et notre conseil général aussi. Ce qui fait que le dossier peut être aidé par les collectivités si le ministère de la Culture donne son avis favorable. Voilà. Mais c'est pas, il y a certains travaux où on ne dérange pas l'administration, si vous voulez. C'est vraiment pour les choses importantes et qui sont vraiment de la vie et de l'avenir du château. Alors, contrairement aux idées reçues, toutes les familles nobles ne roulent pas sur l'or. Non, c'est vrai, on vit simplement. Mes parents vivaient simplement. Mes grands-parents vivaient simplement. Je n'ai pas connu les générations d'avant, mais c'est vrai qu'on vit modestement. Et puis bon, on vivait ici des travaux de la terre. Donc on a toujours été habitués à faire attention et à ne pas gaspiller, voilà, et on vit simplement. Voilà. Ça, c'est moi à 2 ans, devant un attelage de bœufs, ça c'est en 1952, devant un attelage de bœufs, et c'est l'attelage de bœufs d'un des métayers, parce qu'il y avait 3 domaines, et ça c'est les bœufs du père Francis. Oui. Ah, vous voyez, c'est une cour de ferme. Vous donnez l'impression d'être noble sans l'être vraiment. Ah, je ne sais pas quelle impression je donne, moi je ne cherche pas... Vous êtes sympathique. Comment ? Vous êtes très sympathique. C'est charmant de votre part de me le dire et j'apprécie beaucoup. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on a un nom comme celui-là, qu'on est issu d'une famille comme cela, qu'on va en faire état. C'est pas ça. Mais je rejoins ce qui a été dit un peu tout à l'heure. On a quand même eu des valeurs qui nous ont été dictées très tôt. Des valeurs de simplicité, d'humilité, de modestie. Et c'est vrai que par rapport à mes camarades à l'école primaire qui vivaient dans des petites fermes dans mon village, c'est vrai que le gamin du château paraissait un peu plus luxueux et fortuné, c'est pas faux. Mais c'est pas pour autant qu'on affichait la moindre différence. On était ensemble à l'école, on chamaillait ensemble à l'école. Avec ceux qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux riches qui ont un côté un peu plus ostentatoire. Bling bling, dirait-on. Oui, alors bling bling, un mot très à la mode. Non, nous, on n'est pas du tout bling bling. Voilà. Certainement pas. Pas bling bling, vous avez même une très jolie bague. Est-ce qu'on peut voir votre chevalière, qui est la bague type des... C'est la chevalière que portait mon grand-père et que portait mon père. C'est la même. Et mon fils porte... Je peux la voir, pardonnez-moi, est-ce que je peux la voir? Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc ça, c'est la bague type de la noblesse? Exactement. Mais je pense que mes voisines l'ont aussi, mais avec deux armes, les armes de leur mari et leurs armes de jeune fille. Non, vous ne l'avez pas. Je pense, vous l'avez, voyez-vous. Avec des diamants, vous? Non, ça c'est ma bague de fiançailles. Ça c'est ma chevalière avec effectivement. Ses armes de sa famille et les armes de son mari. D'accord. Et vous? Moi, mon mari est en retard parce qu'on ne m'en a pas offert. Il n'a pas eu le temps. Donc c'est mes parents qui me l'ont offert. Le pansement n'a rien à voir avec un titre de noblesse. Non, ça c'est parce que hier j'ai eu un petit problème dans un tracteur. C'est un canard. Et j'ai fait arrêter le taxi en an pour mettre un sparadrap. Voilà. Eh bien, vous nous parlerez tout à l'heure de la vie que vous menez aujourd'hui et de l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Mais d'abord, écoutez bien nos appels à témoins. Et si c'est votre histoire, eh bien n'hésitez pas, car c'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. À tout de suite.
Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre mère est trop possessive avec vous et elle ne peut s'empêcher de vous appeler toute la journée. Vous ne supportez plus qu'elle vous étouffe. Votre mère s'immisce constamment dans votre vie amoureuse et vous en avez assez. Vous ne savez plus quoi faire pour qu'elle arrête d'être envahissante. Vous avez parfois honte du look excentrique ou de l'attitude décalée de votre mère. Vous aimeriez qu'elle change. Votre mère est prête à tout pour ne pas vieillir et vous trouvez qu'elle en fait trop. Depuis des années, elle est fan d'un artiste et selon vous, son idole prend trop de place dans sa vie. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, l'histoire continue met à l'honneur des familles atypiques. En 2007, Pascal formait un ménage à trois avec William et son ex-compagnon. Il a quitté sa maison, j'ai quitté ma maison. Jean-Pierre a quitté notre maison aussi. Et on habite tous les trois dans une autre maison, en fait. Quant à Christophe et Dorante, eux aussi aimaient le chiffre 3, mais pas pour les mêmes raisons. Je réalise maintenant que je suis pas de triplé, depuis qu'on les voit en vrai, hein, c'est du concret. Un an après l'accouchement de Dorante, nous retrouverons ces triplés que nous avons vus naître dans Toute une histoire. Ce sera dans la dernière partie de l'émission, dans l'Histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez tout pour plaire et pourtant, vous n'avez toujours pas trouvé la femme de votre vie. On dit de vous que vous êtes un homme séduisant, mais cela fait des années que vous êtes célibataire. Vos proches veulent vous caser à tout prix car ils ne comprennent pas que vous ne trouviez pas l'amour. Vous êtes veuf depuis des années, mais vous ne parvenez pas à refaire votre vie. Pourtant, on vous dit souvent que vous avez tout pour rendre une femme heureuse. Vous avez une belle situation et un physique attrayant, mais vous avez fait le choix de rester célibataire. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités sont tous issus d'un milieu social très privilégié, un milieu où le titre et les traditions ont toujours régné en maître. Mais grandir dans la soie, est-ce forcément le plus beau des cadeaux? C'est la question à laquelle il se propose de répondre aujourd'hui. On va maintenant découvrir l'histoire de Marguerite. Avant de découvrir l'histoire de Marguerite, je voudrais juste qu'on revienne sur cette bague, cette chevalière avec les armoiries sur fond bleu. Je pense que toute la noblesse actuellement, elle est là résumée dans les mains d'Hubert, dans ses deux mains. La première Quelle main, responsabilité. oui, c'est la chevalière. Et la chevalière, ça résume l'histoire. C'est-à-dire que quand vous racontez vos histoires, eh bien, vous regardez votre jardin, le nôtre, Versailles, ça date pas d'hier. Henri IV, Richelieu, ça c'est la particularité de l'histoire. Il y a un jeune lycéen qui disait, vous savez, le changement dans la famille, on a déménagé une seule fois en 500 ans. C'était au XVIIIe siècle, on a fait 5 km parce que le château avait brûlé. Donc ça, c'est en résumé. Et puis l'autre main, elle est importante, c'est que le travail, Hubert, il parle du travail comme quelque chose d'épanouissant. Ah, tout à fait. Il faut savoir que dans la noblesse, au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, XVIe siècle, le homme, il ne travaille pas. S'il a une blessure à la main, c'est parce qu'il s'est battu à l'épée. On n'a même pas le droit de travailler, on déroge quand on travaille. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment noble. Hein. Le travail est réservé aux tiers états. Donc ça montre aussi la capacité d'adaptation de la noblesse française aujourd'hui. C'est ce qu'il y avait... Ah, pardon. Non, j'aurais pas pu vivre au 18e. J'adore l'époque du 18e, mais ne pas travailler, ça m'aurait frustrée profondément. Cela dit, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faisait pas rien. C'est quand même non, pas l'oisiveté. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils avaient des responsabilités. Exactement. Donc il y avait effectivement l'impôt du sang qui faisait qu'ils étaient en charge de la défense du royaume s'il le fallait, et donc ils servaient à travers les armes. Et donc effectivement, il y avait des chevaliers, il y avait des militaires. Les femmes n'étaient malheureux. pas chefs d'entreprise comme vous. Non, mais elles régnaient sur une maison, et régner sur une maison à l'époque, c'était très important. Il y avait un quotidien. Exactement. Nos grands-mères, elles se levaient de bonne heure, elles étaient impeccables de bonne heure, et elles tenaient leur maisonnée. Oui, mais nous, la C'était pas rien différence, c'est faire. qu'on règne aussi sur une maison tout en travaillant. Voilà. Vous avez raison de dire on ne travaille pas, mais il y avait des fonctions militaires et les hautes fonctions administratives. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'école comme on a aujourd'hui, donc seules quelques personnes avaient accès à une culture, à une formation.
Et finalement, c'est chez les nobles qu'il y avait des gens suffisamment cultivés et compétents pour diriger le pays. Alors qu'après, effectivement, il y a eu un système, mais même dès l'époque des écoles royales militaires, on a permis l'accès à travers les pensions. Il y avait des pensions locales, on a vu le cas à Effia avec l'école militaire, pour permettre à des gens qui n'avaient pas les moyens et qui n'étaient pas nobles d'arriver à une culture, à une formation. C'est ça ce qui s'est passé. Ça s'est fait progressivement. Bien sûr. Mais là on met d'un côté l'activité. Les nobles avaient une activité, ils avaient même de hautes responsabilités. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le travail, c'est-à-dire un emploi salarié. Quand on est baron et qu'on travaille dans une entreprise, ça veut dire que le patron, il est roturier. Là, il y a deux hiérarchies différentes. La hiérarchie de l'ordre, de son ordre, du fait d'être noble, et puis la hiérarchie sociale de la société extérieure. C'est deux normes très différentes. Alors, permettez-moi de saluer notre dernière invitée. Je vais peut-être vous laisser vous présenter, car vous avez ce qu'on appelle un nom à rallonge. Alors, donc oui, en effet, je m'appelle Marguerite Adeline Sauré de Bois-Brunet. Oui. J'ai 22 ans et je suis étudiante en master d'histoire de l'art à Paris, à la Sorbonne. Bravo. Voilà, je suis issue d'une famille très nombreuse puisqu'on est 8 et je suis la deuxième. Parfait. Pourquoi êtes-vous venue ici sur notre plateau ? Eh bien, j'ai accepté parce que je trouvais ça peut-être intéressant justement de donner un point de vue jeune. Je pense que c'est peut-être pas souvent justement dans ce genre d'émission qu'on voit des jeunes aristocrates voilà, montrer qu'ils sont normaux, qui vivent dans le monde actuel en 2013, qui travaillent et que voilà, on est des jeunes un peu comme tout le monde. On peut pas nier. C'est vous qui avez évidemment répondu à l'appel à témoins ? En fait, non, on m'a écrit, on m'a contacté. Donc c'est une émission que vous ne regardez pas ? Ah non, non, du tout. Bon. Et c'est une émission. Dites pas ça en prenant un air dégoûté. Non, hein. du tout. Mais je regarde pas cette émission et j'aurais jamais eu l'idée. Je regarde pas beaucoup la télé en général. J'ai été éduquée sans, pour tout vous dire, et je regarde pas beaucoup la télévision. Ouais. Vous avez été éduquée sans télé. Exactement, oui. Vous recommandez de lire. On nous recommandait de lire et c'est ce qu'on a fait et j'en remercie mes parents parce que je pense que j'ai gagné au change. Merci pour nous. Non, moi, c'est là. Alors, qui voit-on sur cette photo ? On voit en fait un certain nombre de mes frères et sœurs et de mes cousins dans l'entrée de la propriété de famille du côté de papa. Qui est où ? Qui se trouve en Poitou. D'accord, c'est un château. Oui, c'est un très joli château 19e. Voilà. D'accord. Alors, en quoi vous sentez-vous différente, vous, des autres invités présents sur ce plateau ? Alors d'abord, je dois dire que je suis agréablement surprise parce que j'avais un petit peu peur de tomber sur des fossiles et c'est pas du tout le cas. Donc, voilà. Différente, non, je suis un peu plus jeune. Après, peut-être que des je fossiles. les connais pas. Non, mais c'est vrai que parfois, ce qu'on vient de se prendre, nous, pauvres petits travailleurs de télévision, et vous, pauvres petits nobles. Mais parfois, parfois il y a des décalages de génération, tout simplement. Et voilà, là, on a l'air d'être à peu près tous sur la même longueur d'onde. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles j'étais tout à fait d'accord. D'accord, les fossiles sont actifs, malgré tout. Absolument. Ok. Donc, on va se replonger dans votre histoire pour mieux comprendre votre liberté de penser et ce qui vous anime. Alors, d'où tirez-vous votre noblesse ? Alors, donc, du côté de maman, c'est une famille très ancienne. On appelle ça une famille d'extraction chevaleresque, c'est-à-dire que ça se passe avant 1300. Donc, on ne sait même pas la dater. C'est vraiment une famille féodale, très, très ancienne, du Poitou. Et du côté de mon père, c'est plus récent puisque ça se situe vers le 18e. Voilà, donc deux héritages un petit peu différents. Mais bon, au final, ça donne le même genre d'éducation et le même genre de conscience historique un peu sur les épaules. Alors, vous avez été élevée dans quel cadre ? Donc j'ai été élevée dans un cadre très catholique d'abord, ça c'est important de le préciser, même catholique traditionnaliste quand j'étais vraiment petite fille. Donc famille nombreuse, donc voilà. Avec des valeurs, vous allez me dire ? Avec des valeurs, oui. Pardonnez-moi, mais de tout ce que vous racontez, je vous sens très proche de nos autres invités. Oui, exactement. Oui. Voilà. Non, c'est ce que... Oui, évidemment, bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'on fait partie à peu près du même milieu jusqu'ici. D'accord. Effectivement, des valeurs de simplicité, des valeurs en fait, je pense que vraiment un aristocrate est éduqué pour se sentir à l'aise avec tous les milieux, justement. Donc, à la fois avec un archevêque ou un ambassadeur et à la fois avec des gens très simples. En grandissant, quel impact votre statut social a-t-il eu sur vos liens avec vos amis ? Je dirais que pour moi, j'ai jamais senti d'appréhension. Enfin, il y a eu évidemment, on m'a sorti beaucoup de poncifs, beaucoup de gros clichés, et notamment celui de l'argent.
Du genre C'est-à-dire, automatiquement, tu es issu de ce milieu-là, donc tu dois être richissime. Bon, et c'est vrai que non, pas forcément. Aujourd'hui, voilà, les aristocrates vivent en grande majorité comme le reste des Français. Bon, à la différence qu'il y a quand même, je pense, il faut être honnête, du patrimoine et que la plupart des familles gardent quand même dans un coin un château, bon, qu'ils entretiennent un peu comme ils peuvent, mais voilà, ça reste là. Après, en règle générale, ça a suscité plutôt de la curiosité plutôt positive, beaucoup de questions, et je dirais que même ça m'avantage plutôt. Vraiment, pour être honnête, je pense que ça m'avantage. Dans ma vie professionnelle notamment, je pense qu'en règle générale, les gens se disent bon, bah, ça doit être une personne qui est éduquée, qui doit savoir parler, savoir s'adresser, connaître une notion de hiérarchie, tout ça. Vous avez un titre ? Non, on n'a pas de titre direct du côté de mon père. La famille de ma mère, c'est une famille de vicomtes. De vicomte ? Oui. Très bien. Nous verrons tout à l'heure quel regard vous portez sur votre milieu aujourd'hui et comment vous envisagez l'avenir. Mais pour le moment, on va avancer avec la seconde partie de notre émission que nous avons intitulée « Les hautes sphères et moi ». Et poursuivons avec Myrène. En début d'émission, vous nous décriviez le cadre magique et chaleureux dans lequel vous avez grandi et vous avez évoqué l'importance du château dont vous avez hérité avec votre mari, le comte Nicolas de Lorgéril. C'est cela ? Lorgéril, oui. Depuis quand appartient-il à votre belle famille, ce château ? Alors c'est très ancien, parce que c'est la famille qui l'a construit, puisque Bernard de Pénautier, qui a construit le château en 1620, était trésorier des États du Languedoc. Et il construit un château original pour l'époque, parce que c'est un des tout premiers châteaux ouverts, c'est-à-dire avec des grandes fenêtres et une grande ouverture et sans protection. On est à la fin des guerres de religion, la France est pacifiée, commence à l'être, et donc on peut se permettre une architecture plus ouverte, c'est-à-dire au lieu d'être sur des cours fermées qui permettaient une défense, on se retrouve sur des châteaux qui sont plus des châteaux d'agrément. Est-ce que vous avez considéré que c'était un cadeau de recevoir ce château en héritage ou au contraire un fardeau ? Les deux à la fois. C'est très ambigu, c'est très complexe dans le cœur des familles. C'est-à-dire que c'est à la fois, on est conscient du fait que c'est une grande chance de s'inscrire dans l'histoire, c'est une grande chance de sentir qu'on n'est pas le centre du monde, on est dans une lignée et donc on a une responsabilité, des modèles, des exemples, on a des choses pour avancer. Et puis en même temps, ça fait peur parce que c'est vrai que ce sont des fardeaux économiques, c'est une vraie contrainte quotidienne, ce sont des soucis, on va dire, matériels, comment est-ce qu'on va boucler, comment est-ce qu'on va financer tout ça, puisque, comme l'évoquait tout à l'heure Marguerite, les familles vivent avec leurs revenus qui sont aujourd'hui des salaires et qui sont, quand il y a un peu d'agriculture, un revenu autour, mais qui bien souvent fait vivre aussi la famille. Donc ce n'est pas un revenu supplémentaire. Donc c'est effectivement pas facile de ce point de vue-là. Alors justement, vous êtes parvenu à faire vivre votre patrimoine ? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est vrai qu'on a, sur la dimension agricole, donc en développant la maison Lorgerie et la maison de vin, on a effectivement une activité qui fonctionne bien, qui emploie ce dont on est très fiers, parce que c'est là qu'on a le sentiment de rendre un vrai service. On emploie au total 70 personnes sur nos activités, donc c'est un vrai poumon économique. Donc sur la partie agricole et sur la partie du château lui-même, avec le développement des séminaires, des activités culturelles. Voilà, c'est vrai que c'est un équilibre économique. C'est un équilibre qui n'est jamais gagné, comme dans toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut toujours être performant, être efficace, bien recevoir les gens, faire de bons vins chaque année. Nous sommes en pleine vendange et on y travaille. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. On est sur plutôt une bonne pente, mais ça n'est jamais acquis comme pour toute activité économique. Angélique, à la vingtaine, vous avez ressenti le besoin de prendre un peu vos distances avec votre milieu. Ce que vous me disiez tout à l'heure, vous vous sentiez très mal dans ce milieu très fermé de l'aristocratie bordelaise. Alors en décembre 2002, Jean-Luc Delarue vous avez reçu sur le plateau de Jour après une émission intitulée « La vie de château à tout prix ». Nous allons voir que cette expérience a changé pas mal de choses dans votre vie. Que retenez-vous, vous, de ce passage dans l'émission ? Alors, je dirais que ce que je retiens avant tout, effectivement, c'est que j'ai rencontré mon mari après l'émission de télé. Voilà. Vous avez reçu plein de courriers ? Oui, j'ai reçu 180 lettres d'admirateurs. De messieurs en particulier ? Oui, puisque, évidemment, on avait mis l'accent sur mon célibat. Donc, j'étais la châtelaine, mais j'avais dit vraiment, parce qu'on parlait des aristocrates aussi, et donc j'étais la célibataire de service. Oui. Alors, avez-vous trouvé, si j'ose dire, chaussures à votre pied ? Et oui, j'ai trouvé chaussures à mon... Après le passage à l'émission, et grâce à nous, donc. Écoutez, un petit peu, oui, en partie. Oui, tout de même. Donc ça, c'était il y a 11 ans. Vous en êtes où aujourd'hui ?
Aujourd'hui, donc, je suis mariée avec Bruno, qui est en photo. Alors là, c'est aux fiançailles, hein, parce qu'on a toujours un peu changé. Mais, Alors, qui est Bruno? Bruno de Saint-Exupéry. Oui. Donc, plutôt une famille qui était dans le sud de la France, vers Narbonne. Mais ses parents ont hérité d'un château en Périgord aussi, vers la Linde. Ah ouais, ça tombait bien. Voilà. Là, il est de la famille d'Antoine de Saint-Exupéry. Oui, alors c'est éloigné. Hein. C'est-à-dire que les aïeux étaient frères, mais au XVe siècle. Donc ça remonte à loin. Mais c'est la même famille. Antoine n'a pas eu d'enfant. Donc les héritiers Saint-Exupéry ne s'appellent plus Saint-Exupéry. Ça, c'était où le mariage? Alors ça, le mariage était en l'abbatiale de Saint-Cyprien, qui est notre petit village, tout près de la maison et tout près de notre château. Et donc, c'était la sortie de l'église. Alors c'était un très beau... Pour moi, le mariage, le plus beau moment, évidemment, était à la messe, parce que nous sommes catholiques, mais il y avait quelque chose, je ne sais pas. Alors c'était un 13 novembre, puisqu'il fallait attendre que je ferme le château que nous avons pour pouvoir se marier. Voilà. Puisque c'est un château assez visité. Et depuis, nous avons deux enfants. Il y avait combien d'invités au mariage? À peu près 300, oui, 300. Un mariage de princesse. Oui, un mariage de princesse, oui, c'est vrai. Alors, il y a quelques jours, vous nous avez justement ouvert les portes du château de Milande, le château dont vous parlez, qui n'est autre que l'ancienne demeure de Joséphine Baker. Nous allons voir donc à quoi ressemble votre vie d'aujourd'hui. Conjuguer le passé au présent, c'est le titre de ce reportage que nous avons tourné chez vous. C'est à Castelnau-la-Chapelle, en Dordogne. En Dordogne. Le château des Milandes, en Dordogne. L'un des plus beaux monuments du Périgord noir, rendu célèbre pour avoir appartenu, dans les années 50, à la vedette américaine Joséphine Baker. Angélique, 37 ans, en est l'actuelle propriétaire. En 2001, c'est sa mère qui avait décidé de lui acheter. Un projet fou, car ce château de la Renaissance tombait en ruine. À l'époque, nous l'avions suivie alors qu'elle survolait pour la première fois son nouveau domaine. Mais c'est génial, d'avion avec la Dordogne, on voit l'étendue des travaux qu'il y a à faire aussi, et puis l'étendue du rêve. C'est un rêve, là. Retour en 2013, et le rêve est devenu réalité. Corinne, vous m'entendez? En 12 ans, Angélique a fait de son château une véritable entreprise. Olivier, est-ce que vous êtes toujours là ou pas? Il faut que ça soit géré comme une entreprise, sinon malheureusement on ne pourrait pas le garder. Ça c'est évident. Si on n'a pas les entrées qui permettent de financer la restauration, aujourd'hui c'est impossible de garder un tel monument historique, ça c'est clair. Une vingtaine de personnes travaillent ici et chaque année, près de 100 000 visiteurs s'y rendent. En 2001 déjà, la jeune châtelaine était sur tous les fronts, hormis sur les visites guidées. Un exercice qu'elle préférait laisser à Yvette. C'est pas moi qui vais vous faire la visite. Moi, je laisserai Yvette faire une grande partie. Enfin, c'est elle qui va faire la visite sur Joséphine Baker parce que moi, je connais, mais je suis moins crédible pour les personnes qui ont entre 50 ans et 70 ans. 12 ans plus tard, elle est devenue une guide totalement aguerrie. Vous voulez que je prenne la photo? Plutôt. J'en prends 2, hein, cheese. Et elle raconte le château à l'époque de Joséphine Baker avec une belle assurance. Alors, il faut reprendre le contexte de l'histoire. Il faut savoir qu'en 64, elle perd beaucoup d'argent. Son mari est parti, Jean Bouillon, malheureusement. Alors, vous pouvez vous placer sur la gauche ou là, au soleil, comme vous souhaitez. Hein. La visite se poursuit avec le clou du spectacle, le vol des rapaces. Nous commençons donc avec ce tout petit oiseau qui est le faucon Cresserelle. Spectacle, visites, brasserie, boutique de souvenirs, en multipliant les activités, Angélique a trouvé le moyen de financer la restauration de son château, qui lui coûte 250 000 € chaque année. Pour sa mère, qui dès le départ avait cru en elle, le pari est réussi. Les premières années, c'était un petit peu difficile tout de même. Financièrement, c'était un peu dur. Financièrement, on faisait très attention à tout, mais elle a très bien compris ce qu'il fallait faire. Alors que j'avais des personnes de la famille qui me disaient « Mais tu es folle, elle est trop jeune, elle n'a que 25 ans. » Elle travaillait beaucoup. Elle n'était pas mariée à l'époque. Elle n'était pas encore mariée.
Ça Donc, facilitait les choses. elle travaillait plus facilement. Mais ceci dit, elle continue quand même, tu continues à travailler. Oui, mais beaucoup. là, il y a la vie de famille qui fait que Oui. je m'astreins à rentrer plus tôt, enfin à Oui. récupérer les enfants. Il y a toute une vie à côté qui est formidable et que je veux pas manquer. Coucou ma Blanche, ça va? Et justement, sa nouvelle vie, c'est eux, Blanche et Joseph, ses 2 enfants. Et là, tu aimes venir au château? Hein? C'est le château de qui? C'est le château de qui? Maman. Ah oui. Aujourd'hui, Angélique souhaite leur transmettre l'amour de ce château, puisque dans quelques années, c'est eux qui en seront les propriétaires. Ce patrimoine, moi, je voudrais qu'on l'enrichisse et qu'on se le transmette de génération en génération. Ça serait formidable, ça. Surtout dans la crise actuelle, je pense que c'est une belle preuve de la puissance, en quelque sorte, de la famille. Voilà, aujourd'hui, la famille se perd et je crois que la relève est assurée, là. Alors, vos enfants, Blanche et Joseph, de 8 et de 4 ans, comment leur expliquez-vous leur histoire? Alors Blanche a 8 ans, donc je peux commencer à lui expliquer. Et peut-être que mon mari explique davantage. Moi, je mets plus l'accent pour l'instant justement sur le fait que nous ayons beaucoup de chance. J'arrive pas trop encore je mets pas en avant d'où nous venons, pas encore, non. Pourquoi c'était important pour vous de témoigner sur notre plateau aujourd'hui? Justement parce que je veux un peu casser l'idée que les gens issus de la noblesse sont des gens coincés, qui n'ont pas... Il y a toujours des clichés qui sont assez récurrents. Et voilà, pour moi, c'était important de montrer que on est des gens qui entreprennent des choses. Et c'est fini les années où tout était acquis, effectivement, donc quelqu'un l'a dit peut-être. Et moi, j'ai envie vraiment de mériter ce qu'on m'a apporté. Voilà. François Durper, que pensez-vous du parcours d'Angélique? C'est vrai que, par exemple, vu de l'extérieur, on peut se dire les nobles se marient entre eux. Mais pour un sociologue, c'est ce qu'on appelle la règle homogénique. On se marie à l'intérieur de son propre milieu. Mais ce n'est pas valable que pour les nobles. C'est valable quasiment aujourd'hui de toute la société française. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, peut-être issus de parents immigrés, savent que les parents ils préfèrent parfois un garçon de tel pays ou de tel autre. Quand on est journaliste, on a plus de chances d'épouser un journaliste. Quand on est professeur, un professeur. Et en fait, ce sociologue montre que les nobles, les aristocrates, ils fonctionnent comme l'ensemble de la société. Donc sur ce plan-là, alors évidemment, ça se voit plus, parce que si vous ne vous mariez pas à l'intérieur de votre milieu, vous perdez votre titre de noblesse. Juste une question sur tout le courrier que vous avez reçu après votre passage à Toute une histoire. Jour après jour. Comme par hasard, vous avez choisi un noble. Alors, il n'y a que des nobles qui vous ont écrit? Non, il y a de tout. Il y a même des aristos de 77 ans qui m'ont écrit. Elle me regarde en disant ça. Je suis beaucoup plus jeune que ça. C'est pas mal ça, en viager. J'ai pas choisi, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé que j'ai voulu rentrer en contact avec lui parce que lui m'avait écrit une petite carte sympa et qui voulait s'intégrer en Dordogne. Et comme on connaissait un peu les Saint-Exupéry, mais pas lui, moi j'avais envie de l'inviter pour éventuellement... Ah, lui, vous l'avez invité direct? Non, mais oui, moi, oui, je l'ai invité direct, mais pas... Enfin bref, on n'en saura pas plus. Voilà, non, simplement, oui, je l'ai choisi lui, mais en fait, c'est le seul, non mais ne riez pas, c'est le seul qui était de la Dordogne, voilà. Très bien. Hubert, vous nous avez tous surpris en nous apprenant tout à l'heure qu'on pouvait faire partie de la noblesse et mener une vie simple d'agriculteur au volant de son tracteur. D'un point de vue sentimental, à l'époque, il n'y avait pas encore l'amour est dans le pré. Non. Comment vous avez envisagé les choses? Ah, c'est vrai? Un noble célibataire? Un agriculteur? Eh bien oui, il n'est plus célibataire maintenant grâce à cette émission. Ah bon? C'est un homme du Gers. Ah bon? Ah, vous l'avez connu. Donc, vous connaissez particulièrement bien. Et vous en connaissez d'autres, des nobles célibataires agriculteurs avec un château? Comment? Qui a été à cette émission, c'est le seul que je connais. Il faut dire que
je connaissais sa famille par la prospection commerciale. Et le hasard a fait que quand il s'est présenté à l'émission, pour conquérir ces jeunes demoiselles, eh bien, figurez-vous qu'il a expliqué comment marchait un des semoirs que j'avais vendus. Alors c'est pour ça que ça fait le tour du métier, de la profession. Ouais. Donc, vous voulez dire que c'est un gros truc pour emballer les filles de vendre des machines agricoles. Comme Jacques Dutronc, oui. Voilà, c'est ça. Alors, vous, avec qui avez-vous choisi de faire votre vie, comme on dit? Alors moi, j'ai épousé une jeune issue de la noblesse aussi, une jeune Véronique, qui est mon épouse aujourd'hui, avec qui nous avons eu 3 enfants. Et nous nous sommes connus en Bretagne, chez une de mes tantes, chez qui j'étais parti passer quelques jours de vacances. Et elle était venue chercher un de ses cousins, parce qu'elle habitait de l'autre côté de la rivière de Morlaix. Elle était venue chercher un de ses cousins qui joue au tennis avec moi. Et c'est comme ça qu'on s'est vus pour la première fois. Et 3 ans après, nous nous sommes mariés. Voilà. Ensemble, vous avez eu 3 enfants. Oui. Quelle éducation leur avez-vous donnée? Bien écoutez, simple, sans trop de carcan. Je pense que vous pourrez poser la question à l'aîné, puisqu'il est là, sans trop les bousculer. Mais il faut dire qu'il y a eu une période de leur éducation où c'est leur mère qui s'est beaucoup occupée d'eux, parce que moi, à une époque, j'ai vécu pendant pas loin de 10 ans, près de 200 jours par an en dehors des frontières d'Europe. Un peu comme un marin ou un militaire. Pour aller vendre vos machines? À vendre des machines françaises que je vendais dans le monde entier. Et donc, résultat, c'est mon épouse qui les a éduqués. Moi, ils ne me voyaient pas beaucoup. Et je les ai quittés, si je puis dire. Enfin, je les voyais moins, en gros, quand ils avaient l'âge d'une dizaine d'années. Et puis, je les ai retrouvés. Quand j'ai posé mes valises, ils étaient en âge de se marier. Quoi. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez exercé des pressions pour peser sur leur avenir professionnel? Sur l'avenir professionnel, pas du tout. Pas du tout. Nous, très heureux des choix qu'ils ont faits, même très fiers des choix qu'ils ont faits. On va les découvrir, leurs choix. Ils ont de belles situations. Oui. Puisqu'on va découvrir Christophe, votre fils aîné. Comment vit-il son héritage? Eh bien, nous allons lui demander. Christophe de Moronge. Christophe de Moronge, tout à Donc fait. vous êtes baron, monsieur on dit monsieur le baron? Non, non, comme mon père. Moi, je suis officier dans l'armée de l'air. Voilà. Ah bon, officier dans l'armée de l'air. Asseyez-vous. Donc vous êtes pilote de chasse. Tout à fait. Donc vous avez une bonne vue. Voilà. Voilà. Que représente la noblesse à vos yeux, justement? Comme il a été dit juste avant, c'est effectivement un ensemble de valeurs qui se transmettent de génération en génération. Donc, je ne vais pas vous redire qu'on a mis l'accent sur la simplicité, parce qu'a priori, ça a déjà été dit. Mais non, effectivement, c'est le respect de la famille, le respect des autres également. Le fait de se lever dans un train quand il y a une vieille dame qui arrive, le fait des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais qui sont importantes. Et surtout, le fait qu'on n'a rien sans rien. Donc, j'ai toujours connu mes parents travaillant énormément. Donc effectivement, le respect du travail. Et qu'effectivement, quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens de l'avoir. Je me dis que si vous êtes pilote de chasse, vous avez été un élève brillant. Alors, il y a 2 portes pour rentrer dans l'armée de l'air. J'ai choisi la petite. C'est-à-dire? J'ai pas fait de grandes études. Je ne suis pas passé par l'école de l'air. Ouais. Je suis sous contrat avec l'armée de l'air. Et donc, on fait une vingtaine d'années de pilotage et ensuite... D'accord. On est, Et pourquoi vous n'avez pas choisi d'être agriculteur au château? C'est plutôt pourquoi j'ai choisi d'être pilote, parce que je préférais être pilote de chasse qu'agriculteur, en fait. Vous n'êtes pas déçu de ce choix? Ah non, on est ravis. Ravis. Bon. Lorsque vous étiez plus jeune, est-ce que vous aviez conscience que vous étiez un petit peu différent de vos camarades? Non, je ne me sentais pas différent de mes camarades. C'est vrai que la maison était beaucoup plus grande, mais j'étais à l'école communale du village. Je pouvais inviter qui je voulais pour jouer dans la cour du château. Je pouvais. Vous êtes célibataire, pardon? Je suis divorcé. Ah, voilà, bon? On divorce? On divorce chez les... Vous voyez que la société évolue. Ça doit pas être très fréquent quand même, non? Comme chez tout le monde, en fait. Ah bon? Ça arrive. Ça ne fait pas partie de vos valeurs? Les valeurs... évoluent, voilà, avec le temps. Être heureux, c'en est une. Voilà. Bon. Et avec le recul, donc, je m'aperçois que l'éducation que
qui m'ont été transmis par mes parents, pardon. Je pense que ça s'intègre tout à fait dans le monde actuel. Et beaucoup de ces valeurs, je les retrouve dans mon métier en tant que militaire. Donc, l'esprit de camaraderie, de respect des autres, de certaines valeurs, notamment militaires. À quel futur rêvez-vous? Le futur? Ça, je ne pourrais pas vous répondre pour l'instant. Vous allez recevoir beaucoup de courriers, vous savez. Ah bon? Ouais. Tant que ce n'est pas mes chefs, ça va. Vous avez, C'est pas son colonel. vous avez un profil particulier, vous cherchez, non? Non, moi je pense, j'ai une carrière courte entre guillemets, ce qui fait que dans 5 ans, entre 5 et 7 ans, mon temps dans l'armée sera fini. Donc effectivement, il va falloir que je me recycle, comme on dit. Après, vous aurez le temps de vous occuper du château? Voilà, mais il faudra que je trouve un métier pour gagner de l'argent quand même. Parce que... Oui, parce que vous allez en hériter, a priori. Ah ça, c'est pas à moi de répondre, c'est à mes parents. Mais vous êtes prêt à faire vivre justement cet héritage dans le futur? Alors, disons que c'est quelque chose qui se transmet depuis des générations dans la famille, auquel je suis très attaché puisque j'ai toujours vécu là-bas. Et j'estime que c'est un de nos devoirs, en fait, de continuer à justement entretenir cette propriété, même si je ne serai pas agriculteur autour du château. On peut faire autre chose. Voilà. Il est la 6e génération. Est-ce qu'on parle de retraite quand on est à votre place? Je vais prendre ma retraite d'agriculteur en 2015, c'est programmé. Et progressivement passer le relais pour les machines agricoles, parce que ce sont des marchés de personnes, donc il faut passer le relais en douceur pour que ça continue. Et je serai toujours un petit peu là pour aider. Et par contre, la retraite au niveau des FIA, sûrement pas, parce que je vous ai dit, j'ai énormément de projets. On envisage même de créer une fondation, une association pour les développer, pour attirer des gens qui veulent défiscaliser. Donc, à mon avis, pour les vieilles pierres, je ne vais vraiment pas être à la retraite. Par contre, je vais dégager beaucoup de temps pour m'en occuper. Voilà ce qui va se passer. Très bien. Bah, écoutez, donc vous allez être très occupés, tous les deux, j'imagine. Marguerite, alors on a beaucoup parlé de vie amoureuse dans cette émission. Quel serait le profil de l'homme idéal pour vous? Un intellectuel? Je sais pas, ouais. Pilote de chasse? Non. Un peu plus jeune. Elle traite tout le monde de vieux croutons. Non, j'ai 22 ans, voilà, je suis désolée. Possible. Non, je n'ai pas de profil d'homme idéal. Évidemment que mes parents aimeraient que je me marie dans mon milieu et comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose de normal, c'est pas spécifique à l'aristocratie. Alors évidemment, c'est plus frappant quand on parle d'un milieu qui a une forte identité. Donc que ce soit l'aristocratie, que ce soit un milieu qui a une identité. Donc vous voulez ethnique ou un religieuse. aristocrate intellectuel? J'ai pas de profil. Je suis pas venue là d'ailleurs pour ça, mais... Bon, d'accord. Très bien. En tout cas, c'est vous qui répondrez aux questions des internautes sur france2.fr. Exactement. Merci à tous d'être venus vous raconter aussi librement sur ce plateau. Merci d'être venus nous voir. On fera suivre le courrier, on ne sait jamais. Comme viennent d'en témoigner nos invités d'aujourd'hui, les personnes que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau n'ont pas forcément des vies comme les nôtres. Et c'est aussi cette différence que nous apprécions tout particulièrement. Cette vie différente est aussi le point commun de Christophe, Pascal, Christophe et Dorante, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans l'Histoire continue. Il est temps de prendre de vos nouvelles aujourd'hui. Bonjour à tous les trois. Bonjour. On va d'abord commencer avec vous, Pascal. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 4 septembre 2007 sur le thème « Comment supporter l'ex de son conjoint ?» Pour quelles raisons aviez-vous souhaité témoigner dans notre émission? C'est vrai qu'en 2007, on vivait d'une manière un petit peu atypique. Je vivais donc avec mon nouveau compagnon et mon ex-compagnon dans la même maison. Ça se passait bien, la cohabitation? À la cohabitation, ça se passait très bien. Tout se passait c'est pas banal, pour le moins. En 2004, donc vous aviez fait la connaissance de William. À cette époque, vous en étiez où dans votre couple avec Jean-Pierre? Alors en 2004, ça faisait 1 an que nous étions séparés avec Jean-Pierre. Mais malgré tout, on avait décidé de rester en vie commune sous le même toit pour éviter de faire exploser la famille et de séparer les enfants. Ça se passait bien? C'est pas oui, toujours facile de cohabiter. Ça se passait très bien. On avait, chacun avait ses petites habitudes. Jean-Pierre avait décidé de me quitter, mais m'avait demandé malgré tout de rester à domicile. C'est ce que j'avais fait. C'était bien pratique pour l'éducation, pour le côté financier aussi. Alors, comment vous vous organisiez? Vous aviez... la maison était suffisamment grande pour que vous ayez chacun votre espace? Quand j'étais encore avec Jean-Pierre uniquement, on faisait chambre à part, mais oui, la maison était suffisamment grande.
Quand j'ai rencontré William en 2004, j'ai donc annoncé à Jean-Pierre que je venais de rencontrer quelqu'un qui m'était cher et que je comptais partir. Là, il ne l'a pas très bien pris. Il était content pour moi que je retrouve quelqu'un. Par contre, le fait que je parte l'a un petit peu effrayé. Le fait que la famille se démonte l'a un petit peu angoissé. Et donc, il nous a proposé à William, mon nouveau compagnon, et à moi-même, de vivre tous ensemble, de reprendre une maison et de vivre tous ensemble. Et William, ça lui a pas posé de problème? Effectivement, au début, ça nous a surpris. Après, bon, dans le cours de notre vie, William a appris à connaître Jean-Pierre pour des raisons un petit peu difficiles, un accident de voiture, enfin autre. Et donc après, non, ils s'entendaient bien avec William et Jean-Pierre s'entendaient bien. Et puis après réflexion, effectivement, on s'est dit que ça pourrait être pratique pour pas dissoudre la famille, pour pas séparer les enfants. Et donc effectivement, on a décidé de vivre tous ensemble. Alors, vous aviez trouvé votre équilibre dans ce trio atypique, mais 2 ans après notre émission, un douloureux événement a marqué un tournant décisif dans votre vie. Avant de découvrir à quel point vous avez tout remis en question, je vous propose d'abord de regarder un petit récapitulatif en images de votre histoire. La majorité des personnes, elles vont continuer chacun de leur côté. Et puis nous, on a choisi autre chose. Lorsque William avait rencontré Pascal, il avait appris qu'elle vivait avec Jean-Pierre, son ex-conjoint. Moi, j'habitais donc assez loin, en fait, dans ma maison. Eux, ils avaient leur maison et on se voyait le week-end parce que la semaine, je travaillais. Mais eux, c'était plus un couple. Eux, c'était plus un couple, mais... Ils habitaient sous le même toit. Voilà. C'est même plus 2 maisons rapprochées, là, c'est sous le même toit. On était, oui, en chambres séparées, quoi, mais dans la même maison. Et sans plus rien entre vous? Plus rien du tout, non. Qu'est-ce que vous partagez comme pièce commune dans cette maison? La cuisine? Tout sauf la chambre. Malgré une situation qui pouvait paraître complexe, chacun avait trouvé sa place. La première rencontre, il a compris qu'en fait, j'étais son nouveau compagnon. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'engueulade, il n'y a rien eu. Avec le temps, William, Pascal et Jean-Pierre, son ex-conjoint, étaient même devenus complémentaires. Et ils avaient opté pour une solution atypique. Il a quitté sa maison, j'ai quitté ma maison. Jean-Pierre a quitté notre maison aussi. Et où habite Jean-Pierre? Ensemble. On habite tous les 3 dans une autre maison, en fait. Ça surprend, c'est pour ça c'est le choc qui peut... Ça nous arrangeait bien par rapport aux enfants. Je gardais quand même sa fille. Et puis je m'occupais aussi de sa propre fille, de notre fille. Ça fait combien de temps que ça marche comme ça? Ça fait plus de 2 ans. C'est bien défini dans ma tête que je suis en couple avec William. I ain't scared of lightning. 2 ans après la venue de Pascal et de son nouveau compagnon, William, un drame est venu bouleverser leur famille. En 2009, Jean-Pierre est décédé soudainement d'un accident cérébral. Pour nous, c'était une grande perte. Je veux dire, pour tout le monde, pour toutes les personnes de la maison, c'était le décès d'une personne proche. Je suis désolée. Le décès d'une personne proche, en fait. En perdant son ex-conjoint, Pascal a commencé à poser un nouveau regard sur son compagnon. J'ai remarqué que William pouvait être plus attentionné, plus présent, plus... avoir une place plus proche de moi. Si auparavant, il partait ou il sortait avec un de ses collègues ou qu'il faisait un détour avant de rentrer de son travail, enfin des petites choses au quotidien qui peuvent paraître anodines, me prévenaient pas spécialement. Alors que maintenant, il va mettre un point d'honneur à m'appeler pour me dire de ne pas m'inquiéter. Aujourd'hui, Pascal a trouvé un nouvel équilibre auprès de William. Et le couple s'apprête à franchir une nouvelle étape. William m'a demandé en mariage. Le mariage, c'est demain. Donc, je pense comme toutes les futures mariées, très excitées du moment. Impatiente et puis en même temps un petit peu angoissée par ce mariage. C'est la suite logique de notre couple. Cindy, la fille aînée de Pascal, et William, son compagnon, ont été les témoins de sa souffrance à la mort de son ex-conjoint. Pour elle, tout s'écroulait à ce moment-là. Oui, j'étais assez proche. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit t'inquiète pas, on va y arriver, on va s'en sortir, on va reconstruire tout ça. Je lui ai dit.
C'est pas pour ça qu'on oublie Jean-Pierre. On s'est demandé comment ça allait se passer au niveau des tâches, comment on allait réussir à réorganiser la vie de famille autour d'un simple couple entre ma mère et William. Mais Pascal et William, ainsi que toute la famille, ont su se trouver de nouveaux repères. Et avec les années, on a fini par reconstituer un peu la famille. On ne peut plus se séparer, on est obligé de s'entendre au téléphone, on est obligé de se parler. Il faut que j'entende sa voix, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui s'est construit, quoi. Je suis contente et je suis fière de savoir que mon beau-père a évolué positivement. À présent, c'est ensemble qu'ils se tournent vers l'avenir. Je me sens très, très heureux. J'ai choisi ma future femme et je sais que j'en aurai qu'une, quoi. Il n'y a que Pascal. Je la sens heureuse et contente de pouvoir concrétiser quand même sa relation. Le mariage, je trouve ça magnifique. Je vais la voir dans sa robe, je vais en avoir les larmes aux yeux. Nous sommes le matin du mariage, l'heure des derniers préparatifs. Je suis vraiment très heureuse. Toutes mes angoisses sont parties et je suis impatiente d'aller retrouver William. Je me sens stressé et j'essaye de me détendre. Voir ma femme arriver en voiture, descendre de la voiture, voir tous les gens de ma famille, c'est quelque chose qui va être génial. Puis tu t'es chaussée. Quelques minutes plus tard, c'est à l'église que William et Pascal se retrouvent. Eh bien, bienvenue à vous tous ici, dans cette église. Que le Seigneur bénisse ces alliances, que vous allez vous donner l'un à l'autre. Je reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Moi, Pascal, je te reçois, William, comme époux. Et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer toute ma vie. Quelques heures plus tard, la nuit tombée, l'ambiance est toujours au rendez-vous. Ça faisait un petit moment que j'attendais ce jour-là, quoi. C'est bien, c'est agréable. On est content, tout se passe bien. Les invités ont l'air d'être de bien s'amuser aussi. Ce soir, c'est une nouvelle page de la vie de Pascal et William qui s'écrit. C'est joli, ces ballons lumineux. C'était à la mémoire de Jean-Pierre? Pas que à la mémoire de Jean-Pierre, mais effectivement, on a fait un petit vœu quand ça s'est envolé, quoi. Vous avez toujours beaucoup d'émotions en évoquant son souvenir? Bah oui, toujours. C'est toujours douloureux de parler de ma proche qui est partie, quoi. C'est toujours douloureux, ouais. Mais on a l'impression que c'était un pilier important malgré votre nouvel équilibre de vie. Jean-Pierre, il faisait partie de votre vie de couple, finalement? Ah oui, il faisait complètement partie du couple, de la famille. Il n'y avait pas d'ambiguïté avec lui. Enfin, effectivement, je pouvais me reposer sur lui. Il était tout le temps, il était présent, il était... Alors, le décès de Jean-Pierre a eu pour vous l'effet d'un électrochoc. De quoi vous avez pris conscience à ce moment-là? La chose la plus évidente pour moi, c'était
quand il est décédé, c'est qu'on n'est pas immortel, quoi. Tout ne reste pas figé. Alors on le sait tous comme ça, mais quand ça arrive et puis que ça arrive de manière très soudaine, il est parti promener le chien, il n'est jamais revenu. Enfin, vraiment quelque chose de très très soudain. La peur de l'abandon, enfin la peur de la solitude. Et c'est là où William a été formidable, c'est qu'il a su me rassurer, combler ce manque et puis être présent au maximum. Avant sa disparition, jamais vous n'auriez pensé vous marier un jour? Non, ni William ni moi-même n'avons parlé de mariage avant la disparition de Jean-Pierre. Non, on n'avait jamais évoqué de se marier. C'est avec le fil du temps qu'on a évoqué ce projet. Et votre fille aînée, comment a-t-elle réagi à ce projet de mariage? Au début, elle a assez mal réagi, puisqu'elle était très proche de son père. Donc c'est elle qui a eu le plus de mal. Et puis au fil du temps, elle a fini par s'habituer au mariage et puis à apprécier même le mariage, à être contente. On vous souhaite d'être très heureux. Merci d'être venu nous donner de vos nouvelles. Merci. On vous souhaite de vivre une vie de famille heureuse et équilibrée. À présent, il est temps d'accueillir pour la première fois sur notre plateau Dorante et Christophe. Bonjour à tous les deux. C'est la première fois donc, que j'ai le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et pourtant, nous vous connaissons, Christophe. Pour quelle raison votre visage ne nous est-il pas inconnu? Effectivement, on se connaît par le reportage que vous avez fait sur la naissance de nos triplets. Ouais. Donc il y a plus d'1 an, le 31 août 2012. Et donc on n'était pas venus sur le plateau, parce que c'était un petit peu compliqué à l'époque, avec des nourrissons qui étaient d'ailleurs encore hospitalisés pour le suivi des prématurés, parce qu'elles sont nées à 7 mois. Donc tout était trop compliqué pour nous séparer de notre petite fille. Alors, le reportage que nous vous avions consacré à l'époque a été diffusé le 3 octobre 2012 dans une émission intitulée Triplé, 3 fois plus de stress ou de bonheur. 1 an plus tard, vous avez envie de répondre quoi à cette question? Les deux. Beaucoup de bonheur, beaucoup de stress, on a beaucoup de boulot, c'est beaucoup de sacrifices. On a laissé tomber quelques petits plaisirs qu'on avait auparavant. Du genre? Du genre... Moi, ma passion, c'est le basket. Et je suivais une équipe et cette année-là, je n'ai pas suivi du tout. J'ai arrêté aussi mes entraînements pour me consacrer vraiment... à vos enfants? À nos enfants, oui. Alors, du jour au lendemain, l'arrivée de vos 3 jolies princesses a rythmé votre quotidien. 18 biberons à donner, 24 couches à changer, des heures de sommeil au compte-gouttes. Vos journées sont désormais de véritables marathons. La preuve, tout de suite, en images. Bientôt le grand jour. Oui, c'est le dernier. C'est du double ou triple. En 2012, nous avions suivi Dorante et Christophe, qui allaient devenir parents de triplés. À 7 mois de grossesse, Dorante allait donner naissance à 3 petites filles. Bonsoir. Comment ça va? Assez bien. Prête pour demain? Oui. On va vous chouchouter. D'accord. Mais écoutez, il n'y a plus qu'à. Je fais un petit bisou? Ouais. Après une nuit un peu agitée, Christophe était de retour à l'hôpital. Et à quelques minutes de l'accouchement, la pression commençait à monter. Ça va. Alors, t'es prête? Je m'amuse. Christophe n'était pas autorisé à assister à la césarienne. L'attente lui paraissait donc interminable. Incision, 9h36. Bougez pas. J'ai des appréhensions, que pour Dora ça se passe bien, que pour les petites ça se passe super bien aussi. Elle a crié tout de suite, liquide clair. Avec 2 mois d'avance, les triplés devaient être placés en salle de réanimation néonatale. Une première rencontre qui pouvait être déstabilisante, mais que Christophe avait tellement attendu. Je réalise maintenant que je suis papa de triplé depuis qu'on les voit en vrai, c'est du concret. Je peux le dire, je suis un papa heureux. 1 an s'est écoulé et aujourd'hui, Dorante et Christophe sont heureux de nous présenter leurs triplés. 3 jolies petites filles au caractère déjà bien affirmé. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a?
Lola, Lilou et Lali. Vous êtes déjà réveillés? Allez. Bonjour. On va les changer. On va les changer, ouais, mais je vais commencer par Lilou. Déjà parent d'une fille, Tess, âgée de 7 ans, c'est un nouveau départ pour le couple qui a dû mettre en place une organisation assez rigoureuse. La douche est prête? Ça fait couler de l'eau pour le bain, plutôt? Déjà. Allez, je m'occupe de toi. 8 heures, l'heure du bain. Christophe est là pour épauler Dorante, qui dans la semaine est seule à gérer le quotidien. Je ramène la deuxième. Et voici la numéro 3. Allez Lali, à ton tour. Lali. Alors les cocottes, ça va? Vous êtes bien là, hein? Malgré des débuts difficiles, Dorante et Christophe ont trouvé peu à peu leur vitesse de croisière. J'étais angoissée de ne pas m'en sortir. 3 fois plus de biberons, 3 fois plus de changements de couches, 3 fois plus de toilettes. 3 fois plus de boulot, quoi. 3 fois plus de boulot, ouais. Dora, je suis toujours très admiratif. Mais quand je peux la soulager de quelque chose, j'essaie de le faire. C'est pas toujours évident. Allez les cocottes. Midi, le biberon. C'est à heure fixe et en même temps. Allez, c'est parti. Ça c'est à toi. Et toi, les... Hop, voilà, comme ça. Moi, oui, jamais content de le finir. Il n'y en a pas assez, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Et la sieste aussi, cette fois pour le plus grand bonheur des parents. Dorante et Christophe peuvent se retrouver à table et profiter de ce moment privilégié avec leur fille aînée, Tess. On a une organisation où on fait attention à respecter les horaires de l'alimentation des petites, hein. Ce qui nous permet, nous, après, d'avoir quelques moments de répit, Tess? C'est vrai. Hein, qu'on est à 6, c'est bien, mais quand on est à 3 ou à 2, on s'occupe un peu plus de toi. 15 heures, l'heure des courses. Une tâche que Christophe se réserve afin de soulager le quotidien de Dorante. Pour Christophe, le budget est à présent serré. Avoir des triplés, c'est un budget énorme, hein. Grosso modo, il faut compter quasiment une vingtaine de couches par jour, hein. Le lait, ça fait quasiment 3 litres pour les 3 petites, hein. Donc par jour. On fait forcément attention au prix, donc on est à l'affût de toutes les promotions possibles et inimaginables. Les déplacements de Dorante et Christophe avec leurs triplés sont très rares, mais il leur est pourtant indispensable de voir leurs amis. Aujourd'hui, ils reçoivent Linda et Sébastien. Comment ça va? Ça va, très très bien. Quand ça fait plaisir qu'on se voit toujours, quoi. Parce que, en dehors des filles, on a quand même besoin de voir du monde, hein. Même si le couple n'en a pas conscience, il suscite l'enthousiasme de son entourage. Je suis admirative de comment tu es zen, comment tu gères tes petites filles. Moi, des fois, je me suis promenée. Dites donc, ça a dû être dur au début. Les premiers temps, quand on doit trouver la bonne organisation, ça n'a pas dû être simple. Tout à fait. Ça a été très dur. Hein. Très dur, oui. Il vous a fallu combien de temps pour à peu près trouver un équilibre? Oh, on ne sait pas dire, hein. Tout de suite, on a dû trouver un équilibre. Quand on les nourrissait les 3 en même temps. On voulait surtout pas qu'elles prennent leur biberon chacune leur tour. Comment vous faisiez en fait? Dora en prenait 2, moi j'en prenais 1. Ou vice-versa. C'était un biberon tous les 4 heures au tout départ. Hein. C'était des journées chargées. Hein. Est-ce que vous avez été aidé par votre entourage? Il y a certains moments où les nuits avaient été tellement dures, tellement courtes, puisque à l'époque, des biberons toutes les 4 heures, on était dans un appartement avec 2 chambres. Donc une chambre pour Tess, la plus grande, et une chambre où nous, qu'on partageait avec les triplés, qui dormaient dans le même lit. À l'époque, elles pouvaient dormir dans le même lit puisqu'elles étaient petites. Donc il y a des moments où le corps ne suivait plus. Donc il y a ma mère, ma sœur, oui, on a demandé qui venaient prendre le relais pendant que moi j'allais au travail. Elles aidaient Dora. Dora, elle pouvait se reposer
se mettre un peu sur le côté, parce que c'était... Parce que le manque de sommeil, c'est terrible. Il y a un moment où on fait plus épuisant. face, quoi. C'est épuisant, oui. Est-ce que vous êtes arrivés à vous préserver quelques moments de tête-à-tête, tous les deux, d'intimité? Tous les jours, on arrive à avoir nos petits moments d'intimité. Oui. Pour l'instant, après, en dehors de la maison, c'est la deuxième fois, ici. Ah oui. La première fois, c'était on a pu aller voir un concert, donc c'est ma sœur qui avait pris le relais pour s'occuper des petites les 3 heures où on était partis au concert. Et aussi, on a de la chance parce que dès qu'on a eu une maison, elles ont commencé à faire, du coup, elles ont commencé à faire la nuit. Et on avait beaucoup plus de chance en ce moment. Donc, elles ont maintenant chacune un lit. Un lit, voilà. Vous arrivez à les reconnaître, toutes les trois? Oui. Lilou, Lola, Lily, ça? Lali. Lali. Absolument, même au son de la voix. Pourquoi vous avez accepté de venir dans l'Histoire continue aujourd'hui? Le premier reportage, ça nous a laissé un énorme souvenir. Il y a encore des gens qui regardent, qui découvrent ou qui re-regardent le premier reportage, qui nous disent que c'est un surplus d'émotions. Et c'est vrai, moi, à chaque fois que je le vois, encore tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui me remontent, beaucoup d'émotions. Oui. C'est vrai. Hein, Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes, là, sur cette photo. Les trois, elles sont trop mignonnes. Est-ce que vous avez envie d'un autre enfant? Non. Ça, non. C'est fini. J'aurais été surprise par le contraire, quand même. C'est jamais, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors? Ça continue. Peut-être un peu plus d'intimité, un peu plus de moments intimes? Oui, ça va venir. Elles vont grandir, elles seront un peu plus autonomes. On voit déjà avec la plus grande... On a des moments d'autonomie, de tranquillité, on va dire. Elles sont complices? Dès qu'elles sont couchées, elles sont complices, toutes les trois? Elles s'amusent bien ensemble? Oui, très complices. Elles sont trop mignonnes. Allez, on va vous demander de signer le grand livre de l'Histoire continue. On commence avec vous, Pascal. Tenez. Voilà. Merci d'être revenu sur notre plateau pour témoigner ou d'être venu pour la première fois en ce qui vous concerne. À bientôt pour d'autres histoires. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Leur amour est né sur un parquet ciré. Vous dansez? Il a suffi de quelques pas de danse pour leur faire tourner la tête. C'est guidé par la musique. C'était merveilleux, il valsait merveilleusement bien. On a très peu parlé. J'ai eu l'impression que mes yeux faisaient des étincelles. Je regarde cette jeune fille qui est très belle. Elle semblait un peu rebelle, parce qu'elle ne me regardait pas. Elle dansait très bien la valse, le rock, etc., toutes les danses. Et surtout, elle était charmante. D'un coup, vous dites, c'est elle. Vous savez que vous avez eu le frisson de l'amour et qu'on ne pourra pas l'oublier. Quand j'ai vu Marie, il n'y avait pas que la danse pour Marie, il y avait son sourire. Et aujourd'hui, le ciment de leur couple, c'est... Un rock sur un twist, un passo ou un boléro. Les slow, les rock. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up.